où j'ai écrit dans Anthropologie et Société un texte de nature autobiographique, en quelque sorte, qui portait le titre de « Je me souviens dans l'oubli », partant fond de la devise « Je me souviens, né sous le lys, j'ai grandi sous la rose ». Nous sommes de tradition française, mais depuis le traité de Paris de 1763, nous sommes passés sous le régime anglais. Et c'est ce double héritage. Dans les différentes régions, je viens de la région du lac Saint-Pierre, donc au confluent du Saint-Laurent et du Richelieu, dans une ville qui aujourd'hui porte le nom de Sorel-Tracy. Nous savons qu'il y a un grand nombre de régions à travers le Québec. Celle-là est caractéristique d'un certain nombre de phénomènes. D'abord, Champlain, quand il remonte la rivière des Iroquois, le premier fort qu'il va constituer, ça va être précisément au confluent du Richelieu et du Saint-Laurent, et pouvoir mener les attaques vers le lac Champlain. Mais beaucoup plus tard, nous aurons une ville qui va prendre un autre nom, qui va s'appeler William Henry, donc c'est Sorel. Sous le régime britannique, la première église protestante au Canada va se constituer là-bas. Nous aurons un carré royal, véritablement, avec la division de l'Union Jack. Et ce double héritage est là. Comment est-ce qu'on fait sens de tout cela? Je veux dire que personnellement, j'attache une très très grande importance à la transmission des expériences passées, sans pour cela, je dirais, les mettre simplement en archives. Ça doit être des archives vivantes, mais qu'on amène la génération antérieure à donner, essayer de faire une synthèse de ce qu'a été leur histoire personnelle. Et ça pose des questions de fond. Qu'est-ce qui fait marcher une vie? Nous savons qu'une vie comme un grand texte, mythologie, comme des phénomènes de culture, le sens n'est pas écrit à la surface des choses. Je dirais même que le sens a tendance à se dissimuler. En tout cas, les parties les plus importantes qui donnent sens aux choses ont besoin d'une certaine occultation, d'être protégées, et c'est absolument essentiel. Qu'est-ce qui fait marcher une vie et qu'est-ce qui donne une certaine continuité à une histoire? J'ai maintenant 75 ans et ce travail, je dirais, d'auto-analyse, c'est pas maintenant qu'il doit commencer. Il a commencé depuis très très longtemps, mais de faire l'exercice d'une manière, dans le contexte donc de cette entrevue avec l'enfance, avec la vocation anthropologique, avec les thèmes de recherche privilégiés, les lieux où la recherche a été conduite. Tout cela nous force à essayer de trouver, me force à essayer de trouver quel est le fil rouge qui en quelque sorte
donnerait une certaine cohérence aux choses. Non pas une cohérence qu'on imposerait a posteriori. Pierre Bourdieu est un de ceux qui nous a mis en garde contre l'illusion biographique. C'est d'expliquer par l'enfance, le fait d'être né, par exemple, dans un milieu familial rural ou dans une classe sociale ouvrière, ne pas en faire, en quelque sorte, un déterminisme de ce qui va nous intéresser ensuite dans la vie. Je crois que si les racines forment des dispositifs, il n'y a pas de déterminisme là, en aucune façon, par rapport aux choix que l'on peut faire ensuite dans notre vie scientifique, académique. Maintenant, est-ce que dans ce demi-siècle, sur 50 ans, comme beaucoup de collègues, on s'interroge, est-ce qu'on a eu une vie anthropologique, comme d'autres peuvent dire, on ne sait pas, qu'ils ont eu une vie philosophique. Je pense à Diogène, par exemple, qui incontestablement, entre sa vision de l'homme et sa propre vie, il y avait une continuité ou une vie poétique. Je pense à Rimbaud, c'est itinérant en quelque sorte, où ses poèmes sont écrits dans sa chair vive. Qu'est-ce que ce serait une vie anthropologique? Pour moi, je crois que c'est un certain regard sur le monde, sur les autres sociétés, sur soi-même, sur sa propre société, mais dans une interrogation continue, jamais achevée, toujours reprise sur ce qui nous fait humains, des humains qui existent dans différentes versions, ce qui explique peut-être notre goût des séjours à l'étranger, des voyages, bien que Lévi-Strauss dit et commence les Trisotropiques en disant « je hais », donc les voyages, les voyageurs, et il n'empêche que pendant une période de sa vie, il a aussi été voyageur, en tout cas, il a visité à peu près, en tout cas, tous les continents, et je repense à ses derniers travaux sur le Japon, qui étaient tout à fait extraordinaires, mais les années 40 au Brésil ou vers la fin de la guerre à New York, il était aussi extrêmement intéressé par la diversité des formes d'humanité. C'est une position, je crois, du regard que de mener une vie anthropologique. Et quand on essaie de savoir comment tout cela a commencé, pourquoi ça a pris telle direction, il est extrêmement difficile, même si on entreprend un travail autobiographique en reparcourant tout ce que l'on a écrit. Je pense que avec des textes dans des revues scientifiques, des livres, etc., j'écris autour de 400 textes sur une variété de sujets, et je dois dire que j'avoue ne pas trop savoir pourquoi je me suis engagé dans des recherches, par exemple, sur l'univers de la drogue et des piqueries. Je comprends très bien que je me suis beaucoup intéressé à la contre-culture. J'ai publié aussi dans la revue Anthropologie et Société des textes sur Jack Kerouac, qui m'a fasciné, donc à la fin des années 50, On the Road, et les gens de la Beat Generation. Et j'avais toujours eu un intérêt pour le rôle des drogues dans l'expansion de la conscience et aussi dans l'expérience littéraire et de la créativité. Mais ça n'explique pas pourquoi, à un moment donné, les piqueries d'Hochelaga Maisonneuve vont m'intéresser, que je veux faire un ouvrage avec
Marc Perrault, mon ami, avec une grosse recherche de terrain. Cet univers de la drogue, pourquoi les gangs de rue? Bien sûr, les cultures juvéniles m'intéressaient et m'ont toujours intéressé. La place de cette génération qui permet le rajeunissement des cultures et qui amène un sang neuf et qui renouvelle en quelque sorte les sociétés. Mais c'était des jeunes plus particuliers dans ces gangs de rue. Ils étaient issus particulièrement des Caraïbes, du monde noir, du monde de l'immigration, et essayaient à travers les gangs de se donner, de construire du lien social. Pourquoi les compagnies de biotechnologie? Bien sûr, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur cette idéologie du progrès qui veut que nous contrôlions de plus en plus la nature, que nous maîtrisions les lois, que nous transformions la nature. Et les compagnies de génomique et de protéomique, là-dedans, m'apparaissent dans le monde contemporain être particulièrement importantes dans la mesure où elles nous promettent la santé parfaite, elles nous promettent, dans une vision assez utopique de ce que serait l'humain, que nous pourrons de mieux en mieux connaître l'humain. Un immense génomythe à l'époque de la postmodernité où les grands mythes sont censés avoir disparu et pourtant ils sont bel et bien encore là. Donc des mythologies. C'est, je dirais, par le biais de mes interrogations sur l'idéologie du progrès qui est au cœur du monde occidental, que mon intérêt pour les technosciences et plus particulièrement donc pour les biotechnologies m'a amené à travailler dans ce domaine. Et également la question des profils de santé dans les différentes populations. Beaucoup travaillé sur l'origine des épidémies, pourquoi apparaissent à un certain moment telle et telle pathologie, alors que les agents infectieux sont déjà dans la population. Que se produit-il au niveau du déséquilibre qui va faire en sorte que des agents infectieux qui sont présents tout à coup se dynamisent et produisent des pathologies? Alors c'est encore une fois dans un monde, je dirais, mondialisé, où des niveaux inégaux de développement entre des pays avec des pathologies, des profils pathologiques différents, et en même temps la circulation extrêmement rapide de ces agents par les avions, par les voyages transcontinentaux qui vont unifier en quelque sorte progressivement ce grand pool d'agents infectieux et produire nos pathologies contemporaines. Le VIH-Sida en est un exemple, venant après d'autres moments de globalisation. Nous savons par exemple que la rougeole apparaît lorsque les bandes de chasseurs tout à coup se stabilisent pour former les premiers villages. Il faut une certaine concentration pour ce que les petites maladies de l'enfance qui existent jusqu'à aujourd'hui, pour lesquelles nous avons des systèmes de vaccination, se sont mis en place. Ça a été une première rupture, peut-on dire, dans les pathologies, mais il y en aura beaucoup d'autres. La tuberculose en représente une autre à l'âge de la mondialisation économique, et ainsi de suite. Et également, on se rend compte que ce n'est pas simplement une distribution inégale selon les régions du monde, mais que les pathologies sont conditionnées par une distribution inégale des richesses, la création de
conditions qu'on va appeler les déterminants sociaux de la santé et qui vont faire que des sociétés pourtant extrêmement riches vont développer leur propre pathologie, alors que les sociétés plus pauvres auront leur pathologie infectieuse. Et aussi les nouvelles formes de pathologie. Chez les jeunes, par exemple, à un moment donné, l'anorexie, l'obésité, c'est à comprendre de quelle manière ces thématiques-là, et je dirais même l'intérêt pour comprendre les itinéraires qui conduisent au suicide d'un certain nombre de jeunes dans différentes populations amérindienne, j'en parlerai un petit peu plus tard, où je me suis beaucoup intéressé à cela, particulièrement chez les Atikamekw de la Haute-Mauricie et à Wemotaci plus particulièrement. Alors, tout cela, est-ce qu'il y a une cohérence? Pourquoi avoir travaillé sur toute cette diversité de sujets? Je dirais il y a eu certainement un ancrage à l'origine, c'était mon intérêt pour les médecines traditionnelles africaines et la transformation des thérapies des guérisseurs africains, où j'ai beaucoup travaillé avec Helen, dont je parlerai davantage dans un moment. Et puis, ça s'achève tout ça encore avec une réflexion sur l'humain, mais par rapport aux dérives de l'humain et par rapport aussi au ce qu'on pourrait appeler la négativité, si l'on peut dire, dans l'humain, puisque le dernier livre que je viens de faire s'appelle Généalogie de la violence, et c'est fondamentalement une interrogation sur cette dimension de négativité dans l'humain. Et je repose la question, est-ce qu'il y a une unité derrière cela? Et si oui, de quelle unité s'agit-il? Et je pense pouvoir y répondre avant de regarder plus en détail le contenu des différents terrains. C'est que chaque fois où j'étais porté par un effort de décrypter des grands enjeux qui traversent les sociétés contemporaines, celles d'ici, mais celles d'ailleurs, plus particulièrement donc les sociétés africaines, et en même temps la poursuite sans arrêt d'une réflexion à partir de chacun des sujets pour savoir ce qui nous constitue en tant qu'humains, en tant qu'être humain, et essayer d'approcher cette humanité commune et en même temps chaque fois diverse à partir des dérives, à partir de ce qu'on peut appeler une certaine négativité dans l'homme, ce qui nous force à poser des questions d'ordre philosophique. Revenant à la violence est-elle une question de nature? Donc sommes-nous en quelque sorte poussés par des pulsions profondes vers une destruction, ou est-ce davantage d'ordre culturel, ou est-ce à la fois naturel et culturel, et que si nous voulons parler de paix, sans rêver de manière utopique comme l'a fait Kant dans son discours sur la paix universelle, que nous pourrons définitivement nous arracher à ces forces de destruction, mais peut-être faut-il alors essayer de penser de manière véritablement philosophique ce qu'est l'humain. Également, toujours, et je crois que c'est ça la posture anthropologique, en tout cas sur un de ces versants essentiels, c'est la comparaison intersociété. D'avoir mené du travail en Afrique, en Inde,
en Amérique du Sud, auprès des Amérindiens, dans nos sociétés d'Amérique du Nord, nous amène à dénoncer toutes les tentatives d'uniformisation, d'homogénéisation de l'humanité qui sont toujours destructrices des spécificités des sociétés humaines. Et particulièrement à ce moment-ci de notre histoire humaine où la mondialisation telle que elle se présente comme l'effort de maintien du monde occidental sur le reste du monde, maintenir son hégémonie commencée il y a 500 ans. Alors, tout ça va d'ailleurs donner à l'anthropologie, je dirais, ce nouveau contexte mondialisé, une vocation, une mission nouvelle, en quelque sorte. Je parlerai un peu de cet avenir, en tout cas des lignes d'avenir de ce qu'est l'anthropologie, telle que je l'en vois. Donc, il y a à un moment donné une vision de l'humain qui se dessine dans l'ensemble des travaux, qui donne une certaine unité. Et dans mon cas, ça a été l'effort pour penser cette diversité des versions de l'humanité, et chaque fois, chaque version à la jonction des dimensions biologiques, psychologiques, sociales et culturelles. Et la construction de culture dans un effort d'arrachement à la nature pour précisément construire quelque chose qui fasse sens. Par exemple, la négativité, transformer une négativité en une positivité qui permet une solidarité sociale alors qu'on verrait beaucoup plus le désaccord. Et je pense qu'il faut ajouter, pour comprendre quelque chose à cette espèce de continuité à travers des thématiques, à travers des recherches sur des thématiques qui sont apparemment, je dirais, hautement diversifiées, mais qui malgré tout ont quelque chose de commun, qui sont soutenus en tout cas par un projet anthropologique qui les traverse toutes de part en part. Je dirais qu'on ne peut pas pratiquer notre métier d'anthropologue sans avoir en tête un projet social et politique, lequel projet est sous-tendu par une vision du monde, du rapport entre les peuples, du rapport entre les États, du rapport entre les sociétés, également sous-tendu, porté par une philosophie de la vie et qui s'exprime dans une éthique de la vie. Et je pense que c'est précisément ça, cette position que nous occupons dans le champ des sciences sociales et des sciences humaines. Et ce choix que nous faisons de travailler à partir de cela nous amène quand même à nous poser un certain nombre de questions, parce que une tradition anthropologique nous a poussé à confier comme mission en anthropologie la description des phénomènes sans les changer, les phénomènes. Or, j'ai toujours pensé que notre discipline, comme toutes les disciplines du social, avait pour but non seulement de décrire les choses, mais éventuellement de proposer des solutions aux problèmes, particulièrement lorsque nous travaillons sur les dérives de l'humain dans le champ de l'anthropologie médicale. Quel combat mérite qu'on consacre du temps, de l'énergie, sur quel domaine intervenir? Alors, de ces réflexions, je peux tirer deux conclusions en quelque sorte. C'est que, comme anthropologue, je dirais, notre travail consiste pas simplement à être les chroniqueurs fidèles de notre temps, de notre époque, des sociétés que nous étudions, mais de le faire chaque fois en n'acceptant pas simplement la naturalisation des phénomènes tels que nous les trouvons, en essayant de, sans nous opposer
à la naturalité des choses, je dirais, et des phénomènes humains, c'est de jeter un soupçon sur ce qui semble aller de soi, ce qui est. Et pourquoi le faire? Pour faire penser les gens. Non pas que nous devenons les médecins de la société et que nous apportons quelque chose de nouveau, mais fondamentalement, nous jetons un doute. Rappelons qu'une société a des valeurs centrales et des valeurs périphériques. Les valeurs périphériques viennent jeter un soupçon, si l'on peut dire, sur les choix historiques qui ont été faits par une société. Je crois que c'est beaucoup notre travail que nous avons à faire. Également, ce refus de tous les réductionnismes, qu'il s'agisse d'un réductionnisme biologique, d'un réductionnisme psychologique, d'un réductionnisme sociologique ou culturel, c'est véritablement à continuellement mettre en doute, à rejeter le problème qui va se poser. Et je l'ai vécu au sein d'un département d'anthropologie à l'Université de Montréal où nous avons les 4 sous-disciplines, et je réfléchirai plus tard sur cela, comment faire des liaisons qui permettraient d'articuler donc l'espace du biologique avec l'espace du psychologique, avec l'espace du social et du culturel. Ce travail, à un âge de plus en plus spécialisé au sein de chacune des sous-disciplines, de chacun des domaines, celui de la biologie, celui de la psychologie, celui de la sociologie, des sciences sociales et des sciences culturelles. Alors, comment on va pouvoir articuler tout cela? Alors, j'ai dit que l'anthropologie devrait, de mon point de vue, du point de vue en tout cas de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans le champ de l'anthropologie médicale, des problèmes de santé, se transformer dans ses retombées dans un combat social et politique, par exemple, pour que nous maintenions nos systèmes publics de santé dans le cas du Québec, pour que nous travaillions sur les inégalités qui produisent les profils différenciés de santé au sein d'un monde de plus en plus riche, mais où la richesse collective est de plus en plus mal partagée. Il nous faut penser, théoriser ce qui se passe, les événements, apporter donc des réflexions. Et ici, je termine avec une référence à Hannah Arendt qui dit qu'il faut se laisser contaminer par les problèmes de la cité, que toute vie intellectuelle solitaire est une vie détachée de la réalité et que la vraie vérification de ce que nous pensons se fait dans le réel, dans un travail sur la réalité. C'est un clin d'œil à toute l'anthropologie appliquée. Et on a faussement opposé une anthropologie fondamentale et une anthropologie appliquée, comme si les personnes faisant de l'anthropologie appliquée étaient en quelque sorte des anthropologues de seconde zone. Je crois qu'il n'en est pas ainsi, qu'il y a dans l'anthropologie, par-delà la fonction de description, une fonction de proposition de solution. Alors, c'est un contexte pour essayer, je dirais, de réfléchir à qu'est-ce qui fait marcher une vie, et s'il s'agit d'une vie anthropologique, qu'est-ce qu'elle est donc, cette vie anthropologique? Et ça aboutit à mettre l'anthropologie en dialogue avec 2 autres champs de connaissances absolument essentiels, qui est l'histoire, pour une part, connaissance du passé des sociétés, et la philosophie, d'autre part.